Donc, on va commencer par l'article sur. Donc, je vais peut-être. Est-ce que je baisse pas? Hop. Sur l'article, donc sur les thrombeuses veineuses profondes, puisque The Conversation nous parle de Victor Wembanyama en NBA, donc un basketteur français. Si vous ne connaissez pas, hein, c'est un peu notre petite star nationale au niveau du basketball qui est parti aux États-Unis, je crois, il y a un an maintenant peut-être, et qui je dis pas serait, mais qui a priori a des soucis de thrombose veineuse profonde, en particulier au niveau de l'épaule. Donc on va voir un petit peu ce que nous dit l'article là-dessus. Moi, ce que j'espère de l'article, parce que je ne l'ai pas lu, habituellement, souvent je les lis quand même un peu en diagonale, j'ai lu le tout début, mais c'est tout. Ce que j'espère, c'est que l'article va bien sûr nous expliquer qu'est-ce que la thrombose veineuse profonde, et pourquoi Victor Wembanyama est touché, parce qu'en plus, déjà, il a un profil atypique par rapport à ce genre de soucis. Il est jeune, sportif, mais en plus, la localisation, si j'ai bien compris, c'est au niveau de l'épaule, donc pareil, un peu atypique aussi. Après, c'est une personne atypique, c'est quand même, je sais plus quelle taille il fait, mais il est quand même très très grand. Donc voilà, c'est les questions qu'on se posait. J'en ai discuté aujourd'hui avec ma kiné, c'est un peu les questions qu'on se posait. Donc on va voir ce que nous dit l'article. Donc chaque année, des dizaines de milliers de Français sont victimes de thrombose veineuse profonde, aussi appelée phlébite. Cette affection s'est retrouvée sous le feu des projecteurs lorsque Victor Wembanyama, jeune prodige du basket, a annoncé en février 2024 en être atteint lui aussi. De quoi s'agit-il? Comment ce trouble est-il soigné? Pourquoi un athlète si jeune en est-il atteint? Donc c'est pour ça que je définis pas les termes, parce que de thrombose veineuse profonde, de phlébite, parce que j'attends de l'article qu'il les définisse. Mmh. Non, mais on a le droit de pas connaître, hein. Moi, c'est parce que j'ai fait du basket, voilà, que je suis vaguement l'actualité sportive de loin, mais là, c'est vraiment, je l'ai appris un peu par hasard, hein. Alors qu'il venait de disputer le All-Star Game, un événement qui rassemble chaque année des milliers de joueurs de basket de la National Basket Association, NBA, la Ligue états-unienne de basket, le Français Victor Wembanyama a annoncé la fin de sa saison. En cause, non pas une blessure classique, mais une thrombose veineuse profonde dans la région de l'épaule. Donc, on voit déjà, c'est pas classique. Et salut, Privatis, comment ça va? T'es en Roumanie, Privatis? Ah ouais? Mais tu y vis ou t'es de passage juste là-bas? T'es pas obligé de répondre, hein. Euh, Parfois appelé phlébite, ce problème touche plutôt rarement les jeunes adultes. L'épaule, en outre, est habituellement peu concernée. C'est ce que je vous disais, il a vraiment un profil atypique, il est jeune, c'est au niveau de l'épaule, enfin, on n'est pas passage. Ok, ok. Eh ben, profite bien. Vraiment, le profil est pas atypique. Et oui, est atypique, pardon. Donc voilà. Les thrombeuses veineuses profondes surviennent en revanche relativement fréquemment dans la population générale, puisqu'en France, chaque année, entre 50 000 et 100 000 nouveaux cas sont diagnostiqués. Toutefois, les membres inférieurs sont beaucoup plus touchés que les membres supérieurs, donc plutôt les jambes que les bras, puisque seuls 6% des thromboses veineuses profondes concernent ces derniers. Donc en gros, dans 94% des cas, ce sont les jambes. Donc déjà assez atypique. Comment se produit une thrombose veineuse profonde? Pourquoi peut-elle avoir de lourdes conséquences? Pourquoi l'épaule est-elle parfois touchée? Quels symptômes doivent alerter? Voici les réponses à ces questions. Bon, a priori, c'est bien, ils vont faire le tour de la patho. Une veine qui se bouche. Alors, veine, on rappelle, hein, artère, c'est le sang qui part du cœur, qui est chargé en oxygène, pardon,
Et les veines, c'est la tuyauterie qui revient, tuyauterie, ouais, on est dans la vulgaire. C'est les vaisseaux qui reviennent au cœur avec un sang qui est plus pauvre, enfin qui est plus pauvre en oxygène puisqu'il a été utilisé lorsque les artères ont emmené le sang avec l'oxygène aux organes et aux cellules. Ils ont été consommés par les cellules, par les organes, et les veines le retransportent vers le cœur pour qu'il aille vers les poumons se recharger en oxygène et ainsi de suite, repartir dans les artères, etc. etc. Donc il y a aussi un truc entre les veines et les artères, c'est que les pressions qui s'exercent dans les artères et dans les veines sont pas tout à fait la même chose. Puisque vraiment, vu que les artères, le sang qui va dedans est vraiment propulsé par le cœur, c'est vraiment envoyé, donc la pression est un petit peu, a priori, un peu plus élevée. Donc voilà, le terme thrombose est employé pour décrire la formation d'un caillot de sang ou thrombus dans un vaisseau. Une thrombose veineuse concerne donc spécifiquement le système veineux, donc le système où le sang est, est déchargé en oxygène. On va dire ça comme ça, on va simplifier comme ça. Pour mémoire, cet ensemble de vaisseaux ramène le sang provenant des organes vers le cœur. Il s'agit de la contrepartie du système artériel qui, lui, transporte le sang du cœur vers les organes. Donc vraiment, dites-moi si vous avez besoin que je refasse un petit schéma pour refaire la boucle avec artère et veine, il n'y a pas de souci, je le fais. Mais si c'est clair pour vous, artère, ça part du cœur, c'est chargé en oxygène, et les veines, elles vont au cœur, elles repartent des organes, et il y a, entre guillemets, plus d'oxygène. Il arrive que des thromboses veineuses se produisent dans des veines superficielles. En cas de dilatation permanente, on parle de varices. Alors, la question que je me pose, c'est, on a vu thrombose. Donc, thrombose, c'est la formation d'un caillot. Et quand ce sont les veines superficielles qui sont touchées, si elles sont dilatées de façon permanente, c'est les varices. Est-ce que les varices sont forcément signe d'une thrombose? Pour moi, non. Le risque de formation de caillots est en effet accru. Ah oui, les varices, effectivement, ou les veines superficielles qui peuvent. Alors, ça après, il y a plein. Ça peut être génétique, il y a plein de causes variées sur les varices. Mais effectivement, le fait qu'elles soient dilatées, très souples et qu'elles vont commencer à faire un petit peu des petits. Il y a un risque accru de formation de caillots dans les varices. Toutefois, même si les thromboses veineuses superficielles sont douloureuses, elles ne sont pas graves. En effet, elles affectent des petites veines très fines dans lesquelles les caillots ne bougera pas. En gros, c'est quand même embêtant, mais ça va être moins embêtant que si c'était un caillot qui était dans une artère, puisque l'artère, elle va alimenter en oxygène les cellules, les organes. Donc là, il faut que le sang riche en oxygène, il arrive vraiment aux cellules. Sinon, bah, les cellules, elles vont mourir. Pas d'oxygène, voilà, les cellules vont mourir. Dans les veines, c'est un petit peu différent. Alors après, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ce soit douloureux et que c'est pas grave. Nous, ce qu'on nous avait dit, parce que forcément dans le métier d'orthoprothésiste, on est confronté à des personnes qui peuvent être atteintes par ce type de pathologie, les varices et cetera, et qui peuvent faire des phlébites. Il y a quand même un risque, et on nous avait bien appris, d'ailleurs j'ai ressorti le truc avec les signes de phlébite, heu et on nous avait dit: «Quand, vous avez ces signes-là, direct vous appelez les urgences, voilà, la personne elle doit être prise en charge». Alors effectivement, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un risque, parce que, il faut une prise en charge quand même pour éviter la catastrophe, que la chose en elle-même, elle est grave. Mais il n'empêche que, voilà, les 6 signes d'une phlébite qu'on nous avait dit direct, c'est les urgences, c'est une douleur sourde au mollet, donc une gêne. Ça, après, c'est pas forcément dans tous les cas. Crampes ou douleurs ou engourdissement,
gonflement du mollet, durcissement. Durcissement, on utilise des fois le terme induration. Chaleur, parce que ça va engendrer de l'inflammation, hein. L'inflammation, c'est le corps qui essaye de se réparer. Et alors la perte du ballon du mollet, vous avez peut-être remarqué que le mollet, quand vous êtes détendu, il peut bouger. Et ben là, il y a plus cet effet-là puisque, bah, il est gonflé, et il est, voilà, il est, il est quasiment crampé, quoi. Donc ces signes-là, pour nous, c'est vraiment, on appelle les urgences. Donc dans tous les cas, si vous avez des soucis de cet ordre-là, si vous avez des douleurs, pensez quand même à consulter. Là, c'est vraiment 6 signes tous ensemble, hein. Heu, Après la douleur sourde, il disait c'est pas dans tous les cas, mais bon, quand vous avez ça, urgence. Si vous avez juste une douleur, consultez. Et il faut avoir un suivi, malgré tout dans ces cas-là, parce que le caillot effectivement dans les petites, veines superficielles, il y a peu de chances qu'il bouge. Parce qu'en fait, quel est le risque en fait? Quand vous avez un caillot dans les veines, le risque, c'est pas q c'est que celui-ci bouge, reparte dans la circulation sanguine et vienne après boucher une artère. Une artère. Et là, ça va être plus problématique quand on a vu boucher une artère, ben, plus d'oxygène pour les cellules et les organes et du coup, les cellules vont mourir. Donc en fait, c'est là tout le risque, quand vous avez, un petit caillot, même si c'est uniquement dans une veine, dans une veine, superficielle. Donc c'est quand même quelque chose, voilà, à suivre, à avoir en tête, et dans tous les cas, il faut consulter, quoi. Oui, que le caillot aille au cœur ou que le caillot aille dans les poumons, hein, mince, je cherche, pulmonaires, c'est pas ischémie pulmonaire. Je vais retrouver le terme parce qu'en plus il doit être noté, mais forcément c'est quand tu le cherches, quand tu le cherches que tu le trouves plus. Alors embolie pulmonaire, des infarctus, parce que c'est venu boucher un petit vaisseau du cœur, enfin, voilà, il y a quand même un risque. Donc c'est vraiment une pathologie où il faut être suivi. Il en va autrement des thrombeuses veineuses profondes. Donc là, on était sur le cerveau aussi, évidemment. Hem, Là, on était sur les veines superficielles et maintenant, on va parler des veines, du coup, profondes, thromboses veineuses profondes. Dans ce cas, le caillot qui, le plus souvent, se forme dans une veine de la jambe, phlébite, peut migrer, dans la circulation. OK, donc là, on est bien dans OK, thrombose veineuse profonde, dans la jambe, on parle d'une phlébite. Donc en fait, c'est bon. C'est bon, j'étais dans le c'était logique. Il risque alors de boucher une artère au niveau des poumons, créant une embolie pulmonaire. Voilà, je cherche un terme et 2, 3 lignes plus loin, il y est. Une embolie pulmonaire. Un tel blocage s'accompagne de troubles respiratoires. Pire, si une grosse artère est bouchée par un caillot de grande taille, le risque peut être le décès par insuffisance respiratoire. Donc effectivement, thrombose veineuse profonde, là, vraiment, on rigole plus, hein. On rigole plus. Une thrombose veineuse profonde est donc potentiellement grave de par le risque d'embolie pulmonaire qui est associé. Pourquoi une thrombose veineuse profonde se produit-elle? On a vu les risques. Maintenant, comment, comment ça survient? La survenue d'une thrombose veineuse profonde résulte de la conjonction de plusieurs mécanismes. Parmi ceux-ci figure l'état de fluidité du sang, l'hypercoagulabilité, c'est dur à dire, l'hypercoagulabilité, autrement dit lorsque le sang coagule trop facilement, favorisera la survenue de thromboses veineuses. Parce qu'en plus de ça, si le sang déjà coagule trop facilement, dans les veines, comme je vous disais, ça va un petit peu moins vite, donc il y a moins de circulation, donc il y a plus de chances que des thrombus puissent se former.
L'état de la paroi des veines joue aussi un rôle dans l'augmentation du risque de thrombose. Enfin, si ce dernier est aussi et surtout influencé par le ralentissement, est aussi et surtout, pardon, influencé par le ralentissement du flux sanguin, c'est ce que je vous disais, dans les veines, ça va moins vite que dans les artères. Et l'état de la paroi oui, l'état de la tuyauterie peut aussi, bien sûr, avoir un impact, avoir un impact. Il faut savoir que dans le système veineux, le flux sanguin est lent. Si des obstacles le ralentissent encore plus, les cellules qui tapissent la paroi des vaisseaux, cellules endothéliales, ne sont plus correctement oxygénées. Parce que oui, vos vaisseaux, ils sont composés de cellules et eux aussi, ces cellules ont elles aussi besoin d'oxygène. Elles deviennent alors hyper adhésives et pro-thrombotiques. En gros, les cellules du coup de la paroi de la veine, qui n'est pas, enfin du vaisseau, en l'occurrence ici de la veine, qui est mal oxygénée, elle devient un peu plus collante et du coup, ça va favoriser le fait que potentiellement les trucs puissent venir se coller dessus et s'agglutinent. Ce qui signifie qu'elles vont favoriser la survenue de thrombose. En temps normal, les cellules endothéliales sont non adhésives et antithrombotiques. Donc, elles ne collent pas et elles sont faites pour éviter justement la formation de thrombose. Ça, c'est la news. Alors juste, je dis un mot. Hein, ça, c'est la newsletter et surtout la santé qui est gratuite de The Conversation. Franchement, n'hésitez pas à vous abonner. C'est voilà, petit conseil au passage. Dans tous les cas, je remettrai tous les articles dont on va traiter ce soir. Je les remettrai sur le Discord. On connaît un certain nombre de situations cliniques qui favorisent la survenue de thromboses veineuses profondes, les chirurgies, le cancer, les fractures et traumatismes des membres inférieurs, les œstrogènes, la grossesse et certaines maladies auto-immunes ou de la moelle osseuse. Donc là, je ne rentrerai pas dans le détail de pourquoi ces trucs-là favorisent la survenue de thrombose, parce que je n'ai pas forcément la réponse des idées sur certains cas, notamment par exemple la fracture, le fait d'être immobilisé longtemps, forcément vous avez une circulation qui se fait moins bien. Le mouvement, quand on dit que le mouvement il est important pour le corps, c'est parce que ça va créer un effet de pompe. Et quand vous faites une fracture, vous gardez le bras ou la jambe bloqué pendant plusieurs semaines. Et du coup, il n'y a pas ce mouvement habituel et du coup, ça va moins bien circuler. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'étais en centre de rééducation après mes opérations de l'épaule, mes copains qui, eux, venaient pour la jambe, tant qu'ils étaient immobilisés, ils avaient déjà, ils avaient, je crois, non, ils n'avaient pas si, ils avaient des bas de contention quand ils n'avaient pas de plâtre. Et en plus de ça, je crois qu'ils avaient des injections justement pour éviter au sang de coaguler. Et cela, même chez les jeunes, hein, je vous parle de jeunes patients. Hein. Donc, après, c'est fait surtout pour les membres inférieurs, parce que comme on l'a vu en début d'article, les thromboses arrivent quand même 94% du temps au niveau des membres inférieurs, donc au niveau des jambes. C'est le fait de la gravité. Hein. Voilà, le sang va avoir plutôt tendance, vu que le sang est plus lent au niveau des jambes. Alors peut-être que je préchote une partie de l'article, mais la gravité fait que le sang va plutôt avoir tendance à s'accumuler dans les membres inférieurs que dans les membres supérieurs. Quoi. Si vous renversez une bouteille, l'eau elle tombe vers le bas, hein, elle tombe pas vers le haut. Hein. C'est un peu pareil. Certaines personnes ont aussi de naissance un sang hypercoagulable, ce qui les rendra donc plus à risque de développer une thrombose veineuse profonde dans les dites situations cliniques. Donc peut-être que là, ils sont en train de poser une idée de pourquoi potentiellement Victor Wembanyama aurait une thrombose veineuse profonde à son âge et potentiellement au niveau de l'épaule, ça on va voir.
On considère qu'environ 5% de la population générale est porteuse d'une anomalie génétique qui augmente le risque de thrombose veineuse, mais avec un risque faible. Il n'y a donc pas d'indication pour la mise en place de mesures spécifiques. Un bilan biologique appelé bilan thrombophilie, de thrombophilie pardon, sera pratiqué chez les patients de moins de 50 ans qui font une thrombose veineuse survenant sans circonstances favorisantes ou après circonstances favorisantes modérées. Donc, en gros, alors là, on considère qu'environ 5% de la population générale est porteuse d'une anomalie génétique, mais au final, comme il parle d'un risque faible, je suppose, enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, qui aient déjà fait un bilan génétique. Alors peut-être que, vu que c'est génétique, peut-être que si dans ta famille il y a des antécédents, ils iront peut-être chercher cette anomalie. Donc déjà, arriver à faire le lien. Et de toute façon, il n'y a pas de mise en place de mesures spécifiques. Donc en soi, voilà, c'est pas, ça va pas, c'est pas forcément. Ça augmente le risque, mais tu peux, en courtoisie, tu peux pas faire grand-chose, quoi. Euh, Là, il disait donc que chez les patients de moins de 50 ans, donc ça veut bien dire qu'ils font une thrombose veineuse où il n'y a pas de circonstances favorisantes ou qui sont faibles, là, ils vont faire tout un bilan. Parce qu'a priori, en dessous de 50 ans, on considère que c'est plutôt, si je comprends bien, plus ou moins atypique d'être touché par ce type de pathologie, quoi, pour essayer de comprendre d'où vient le fait d'avoir fait une thrombose, quoi. Au cours de ce bilan, seront recherchées plusieurs anomalies, certaines génétiques, d'autres acquises non génétiques. Donc peut-être voilà, l'hygiène de vie globale, est-ce qu'il y a des activités, des choses euh, qu'on fait dans la vie. Alors, activités professionnelles, est-ce que vous avez été exposé à certaines choses qui pourraient expliquer l'apparition de la thrombose. Enfin voilà, on va faire vraiment un bilan qui a l'air assez quand même assez global. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'était, d'où ça pouvait venir, comment traite-t-on une thrombose veineuse profonde? À l'heure actuelle, le traitement de la thrombose veineuse repose surtout sur les anticoagulants, donc pour empêcher le sang de coaguler, qui vont fluidifier le sang et empêcher que le caillot ne grossisse et ne provoque une embolie. Alors là, de ce que je comprends, l'anticoagulant, a priori, ne détruit pas le caillot. C'était dur à dire ça, il l'empêche juste de grossir. Et effectivement, le but, c'est d'éviter l'embolie. On a vu qu'il y avait un risque augmenté, un risque assez fort d'embolie pulmonaire. Et une embolie pulmonaire, malheureusement, ça peut être fatal. Parfois, le vaisseau thrombosé reperméabilise, j'aurais mis bilise, mais bon, sous l'action conjointe des anticoagulants et d'un système naturel de destruction du caillot, la fibrinolyse. Donc, on arrive. En fait, c'est juste le corps qui va se réparer lui-même. Vu que le sang, avec les anticoagulants, va être plus fluide et que la nature est bien faite, on a quand même un système en nous pour venir péter ce caillot. Donc là, quand ça se passe comme ça, c'est cool. Mais il arrive aussi que la veine reste thrombosée. Toutefois, lorsque le caillot est bien constitué et obstructif, après plusieurs mois, le risque embolique disparaît. Donc même si la veine, elle reste bouchée, au final, si je comprends bien, au bout d'un moment presque, le caillot est tellement bien installé et tellement bien calé, bah, que du coup, il n'y a pas de risque qui bouge et du coup, bah, le risque embolique disparaît. Et comme les veines, encore une fois, enfin, c'est pas comparable aux artères. Voilà, c'est limite, c'est why not que ça se passe comme ça, quoi.
De nouveaux vaisseaux se développeront alors, aboutissant à une dérivation qui contournera le caillot. Donc ça, encore une fois, notre corps est quand même hyper bien foutu. Vous allez avoir la veine qui est bouchée, bah, qu'à cela ne tienne, là c'est bouché, on veut continuer, on va avoir de nouveaux vaisseaux qui vont se faire pour créer ouais, ce qu'on appelle quand on parle de dérivation, en fait, que ce soit en chirurgie ou dans d'autres cas, c'est juste, bah, première voie est bouchée, bah, on contourne et on reprend notre cours comme si de rien n'était, quoi. Ouais, le corps est quand même bien foutu, hein. La question des anticoagulants. Durant la phase aiguë de la thrombose veineuse, il est nécessaire de prendre des anticoagulants. Après quelques mois, la question qui se pose est celle de la poursuite ou de l'arrêt du traitement. Puisque anticoagulant, c'est bien dans ce cas-ci pour éviter, comme on a dit, que le caillot ne grossisse, mais coaguler, c'est quand même important. C'est quand même important quand vous coupez, bah, quand vous êtes hémophile, donc il y a un problème avec vos plaquettes et que justement votre sang ne coagule pas, et bah, ce qui va se passer, ce qui risque de se passer malheureusement, c'est que vous allez énormément saigner et que ça peut être très grave. Donc c'est embêtant. Donc c'est vrai que de continuer à prendre ce type de médicaments et donc de faire baisser la coagulation, si on peut arrêter le traitement, ça peut être pas mal quand même. En effet, la prise d'anticoagulants n'est pas sans conséquence. Ces molécules ont comme principe même de ralentir l'efficacité de notre système de coagulation. Or, celui-ci est indispensable en cas de blessure et de brèche vasculaire. Oui, parce que c'est valable quand vous vous coupez, mais s'il y a une petite coupure, enfin s'il y a une petite brèche vasculaire, donc une petite brèche dans nos vaisseaux, c'est aussi bien que celui-ci puisse se réparer grâce aux plaquettes et que le trou soit rapidement bouché, quoi. Prendre des anticoagulants a pour corollaire d'augmenter le risque de saignement, ce qui est notamment problématique en cas de traumatisme important ou si la nécessité de recourir à une opération chirurgicale en urgence se présente. Et bonsoir le plaid, bonsoir, bonsoir. Alors, c'est pas sur les hémophytes, c'est sur la thrombose veineuse profonde, puisque on a appris récemment que Victor Wembanyama était atteint d'une thrombose veineuse profonde et que donc bah, il ne pouvait pas finir la saison ou commencer la saison, je ne sais plus comment ça se passe au niveau de la l'IBA. Donc, ça parle pas des hémophiles, mais du coup, qui dit thrombose veineuse profonde dit on parle d'anticoagulants et de ses effets. Et, euh, et voilà, donc j'ai comparé ça effectivement avec les hémophiles qui, eux, ne coagulent pas, ont un problème un trouble de la coagulation et que ça peut effectivement poser des gros problèmes, quoi. Et, euh, et du coup, voilà, donc ouais, thrombose veineuse profonde. Et là, alors, hop, bon, je ferai ça à la fin. Euh, Donc, quelles sont les particularités des thromboses veineuses profondes du membre supérieur? Parce qu'on avait vu qu'effectivement, 94% du temps, c'est plutôt les membres inférieurs, plutôt les jambes qui sont touchées. Et seulement 6% les membres supérieurs, les bras. Les thromboses veineuses des membres supérieurs, telles que celles dont a apparemment été victime le basketteur Victor Wembanyama, ça fait beaucoup de V là, à la suite, sont beaucoup plus rares que celles des membres inférieurs. Elles surviennent également dans des circonstances différentes. Ces thromboses siègent souvent dans les veines axillaires. Donc axillaire, ça va être au niveau sous le bras en fait. Pour ceux qui ont fait du secourisme, il y a un point de compression là au niveau du bras avec une grosse artère. Bah, là, vous avez le pendant, mais au niveau des veines quoi. Sous axillaire, c'est en gros sous votre bras quoi. Hop, on repasse sur le. Mmh, mmh, mmh. Donc
Dans les veines axillaires, subclavières, donc la clavicule, hein, c'est l'os qui est là. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions hein, si jamais. Hein. Là où le bras rejoint le thorax. À cet endroit, la veine, l'artère et les nerfs traversent un espace étroit appelé le défilé thoraco-brachial. Thoraco, le thorax, brachial, le bras. Et là, effectivement, il n'y a pas forcément énormément de place. Situé entre la première côte, des muscles et la clavicule. Est-ce que, je vais regarder, est-ce que sur un schéma, ça pourrait bien se voir? Oui, on va faire ça. Hop, je vais vous montrer un petit peu. Là, si... Hop. Si on regarde, là, on a les veines et les artères. Mais vous voyez, première côte, première côte clavicule. On voit que l'espace pour passer de ces... c'est quand même des gros tuyaux. Hein, c'est pas petit. Parce que là, il va falloir gérer le bras. Ramener le sang, enfin bref, c'est pas rien. Envoyer le sang et ramener le sang. L'espace est quand même petit. On voit que c'est quand même assez petit. Et si vous rajoutez par-dessus les nerfs, on voit aussi ici que pareil, il faut compter qu'en plus des tuyaux qu'on vient de voir, il y a ça à rajouter. Donc ça fait effectivement un espace très réduit. D'ailleurs, on voit hein, qu'en peu d'espace, il y a beaucoup de fibres. Et du coup, bah, voilà, il faut avoir ça en tête que c'est la spécificité morphologique de cet endroit et a priori donc qui est à prendre en compte quand on parle de thrombose veineuse profonde au niveau des membres supérieurs. Hop. Si ce passage est étroit et si les vaisseaux sont traumatisés du fait de mouvements répétés, une thrombose veineuse, voire artérielle, peut survenir. Et là, au niveau artériel, c'est pas la même, c'est pas la même chose parce que les artères, on rappelle que c'est le sang qui est riche en sang et qui va venir oxygéner les organes, les cellules. Et là, si ça se bouche, il y a un gros risque quoi. Veineuse, c'est pas cool non plus. Hein. On l'a vu, hein, au risque d'embolie pulmonaire. On parle alors de phlébite d'effort ou de syndrome de la traversée thoraco-brachiale. Et là, on commence à comprendre un petit peu comment ça se fait que Victor Wembanyama, basketteur, en plus, il est intérieur, donc lui, son but, c'est de mettre le ballon très en haut quand il a, pour éviter il est très grand, et de venir chercher les rebonds, mettre le ballon très haut pour éviter à ses adversaires de le choper. On voit que l'effort répété, les mouvements répétés au niveau des bras qui pourraient solliciter cette région, hein, puisque la clavicule, elle n'est pas fixe. Hein. La clavicule, elle va venir s'articuler. Elle s'articule ici avec la scapula ou omoplate. Hein, vous voyez, nouvelle ou ancienne nomenclature, c'est vous qui voyez. En tout cas, avec cet os-là. et qui est relié et sur lequel vient s'articuler l'humérus, donc l'os vraiment du bras, quoi. Donc forcément, quand vous levez le bras, va y avoir du mouvement au niveau de l'omoplate et va y avoir du mouvement au niveau de la clavicule parce que tout ça, ça bouge en symbiose. Donc oui, ça va venir solliciter le défilé thoraco-brachial, donc cet espace ici. Donc là, on commence à voir que, a priori, on a une des raisons de pourquoi Victor Wembanyama a été touché. Oula. Et bonsoir le Raid, bonsoir Elisure, comment ça va? Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Vous jouiez ce soir, hein, je suis passée vite fait en lurk sur ta chaîne tout à l'heure, mais vous jouiez, hein, c'est ça hein? Et hésite pas à expliquer, tu expliqueras certainement mieux que moi ce que tu fais. Et coucou Toto, coucou de Science à la carte, dis donc, c'est la vulgaire en force. Comment allez-vous?
Ouais, tu faisais du jeu. Alors, Illusure, si vous connaissez pas, revue d'actu scientifique, tu fais physique, sciences en général, je crois, hein, espace aussi. Enfin voilà. Yes Planet Crafter, puis des démos comme Solarpunk, un jeu sympatoche. Ok, ok. Je connais pas, je connais pas, mais enfin ça avait l'air sympa. J'avoue que ce que j'ai vu tout à l'heure, ça avait l'air sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à aller follow l'ami Ilisure qui fait partie de, bah, qui est journaliste aussi, hein. Tu écris, attends, j'ai pas envie de dire de bêtises. Science et Vie pour Science et Vie, non? Ou je me trompe? Hésite pas à me corriger, hein, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à suivre le copain Elisure. Et bon, Science à la carte, je dis deux mots, mais pareil, si vous connaissez pas, allez-y, hein. On est aussi Vulga. Cette fois-ci, plutôt bio, on va dire, mais tu fais de la vulga scientifique assez globale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu proposes un esprit critique. Et ça me parle beaucoup. Et tu rigoles beaucoup et tu portes des très jolies perruques parfois. À cause de certaines personnes, je dirais pas qui. Yes, Science et Vie, mensuel junior et ciel et espace. Ok, trop cool, Lisure. Enfin voilà, là vous avez le choix. Ah oui, belle perruque, ouais. On est d'accord, mais ça te va tellement bien, Toto, en même temps. Ça te va tellement bien. Alors chez Lisure, il n'y a pas de perruque, mais par contre, il y a des alertes, vous pouvez vous faire plaisir aussi. Il y a de quoi s'amuser aussi. Et salut Tienou, comment ça va? Alors, pardon, je me suis même pas présentée dans tout ça. Je m'appelle Gaëlle, je fais de la vulga santé. Je suis orthoprothésiste, donc paramédicale. Je fais du grand appareillage sur mesure et il y a le bot qui le met à la foulée, donc c'est parfait. Il y a la petite description dans le chat de un petit peu qui je suis, de mon parcours. Et je suis, enfin voilà, je suis très intéressée forcément par comment fonctionne notre corps. Et le but, c'est de vulgariser, d'apprendre aussi avec vous, parce que je ne connais pas tout. Il m'a devancé, ouais, le bot t'a devancé, Colibri-Gant. D'essayer de s'amuser aussi quand même en apprenant. Et aussi, surtout, que vous vous sentiez libre de poser des questions. Voilà, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ferai mon maximum pour vous répondre. Et quand je ne sais pas, je vous le dis. Parfois, ça m'arrivera de dire des bêtises, mais je ferai mon maximum pour être le plus clair possible et dire le moins de conneries possible. Enfin, en ce qui concerne la santé et les sciences. Parce que des conneries, j'en dirai aussi, hein. Mais celles-là, elles seront voulues. En tout cas, soyez les bienvenus. Alors, ce soir, je vous mets le programme rapidement. On est sur le mercredi soir, c'est Actu Santé. Là, on parlait, peut-être que vous connaissez Victor Wembanyama, le joueur de basket français qui est parti en NBA et qui risque de stopper sa saison plus rapidement que prévu parce que il est victime d'une thrombose veineuse profonde. Donc, on est en train de lire un article de The Conversation là-dessus sur, bien sûr, qu'est-ce que c'est la thrombose veineuse profonde et en quoi... Il n'y a pas de souci, Elzur. Bon lurk et bon app surtout. Et merci pour leur aide. Et pourquoi... Enfin voilà, qu'est-ce que c'est? Et déjà, moi, tout de suite, avant même d'avoir commencé l'article, parce que j'ai vu l'article, mais je l'avais pas forcément lu avant le live. Déjà, tout de suite, ce qui m'a intéressé, en dehors du fait de parler de thrombose veineuse profonde, parce que c'est quand même un sujet important, on a vu que de mémoire, je crois que c'est entre 50 000 et 100 000 nouveaux cas chaque année en France. Donc, c'est quand même pas un rien. Victor Wembanyama est un profil complètement atypique par rapport à cette pathologie. Voici, je reviens alors juste après. Ok, pas de souci. Bon meeting, Toto, bon meeting. Ouais, c'est un profil complètement atypique. Il est jeune, enfin voilà, rien le fait qu'il soit jeune et le fait que ça touche la région de l'épaule. Alors que moi, j'avais en tête, alors j'avais pas le chiffre que je vais vous donner, mais j'avais en tête que ça touchait quand même principalement, même si bien sûr il y a toujours des exceptions, mais que ça touchait quand même principalement les membres inférieurs. Donc déjà, jeune et membre sup, j'ai fait profil atypique, donc comprendre pourquoi, comment Victor Wembanyama a pu être touché par cette patho.
Pour vous dire 2 mots sur la thrombose veineuse profonde, en gros, les veines, ce sont, les vaisseaux qui, vous avez les artères et les veines. Les artères partent du cœur, il y a une forte pression dans ces vaisseaux et c'est chargé en oxygène et ça va venir, amener l'oxygène aux organes, aux cellules et cetera. Et les veines, à l'inverse, vont vers le cœur et là, la pression sanguine est plus basse, ça circule beaucoup plus lentement et le sang est pauvre en oxygène. L'idée, c'est de le ramener pour qu'il se recharge dans les poumons pour être réinjecté, etc., etc. Donc, thrombose, là, on est sur la thrombose, c'est la formation d'un petit caillot, plutôt par coagulation du sang. Bien sûr qui est pas désiré à ce moment-là, mais ça a formé du coup un petit caillot et qui peut se balader jusqu'à boucher, là en l'occurrence une veine. Et le côté profonde, parce que vous avez des veines superficielles où une thrombose à cet endroit-là sera moins gênante que si vous avez une thrombose au niveau des veines profondes. Donc voilà, donc thrombose veineuse profonde, un petit caillot de sang dans une veine et qui peut être problématique. Là, on était sur la partie du l'explication pourquoi ça peut arriver. Donc 94% des cas, c'est les jambes. Et là, on était sur la partie les 6% restants, donc qui se touchent les membres supérieurs, les bras. Comment ça se fait que ça touche les bras? L'explication, qui était, ma foi, assez intéressante. Donc juste avant de me relancer dans cette explication, juste pour vous dire, donc lundi, ces lectures, comment nous sommes devenus bipèdes, ça nous permet de faire pas mal d'anatomie et de physiologie pour comprendre comment notre squelette a évolué, comment notre système s'est J'adore la science. adapté. Et bienvenue, chérie Coco, bienvenue parmi les curieux. Euh, euh, enfin voilà, ça permet de revisiter un peu notre et bonjour chérie Coco. Euh, notre anatomie, notre système. Alors j'apprends aussi des choses à travers le bouquin. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Si vous aimez ça, voilà, vraiment, n'hésitez pas. Il y a les temps forts. Si jamais vous arrivez en cours, il reste quelques temps forts, notamment un résumé sur ma page Twitch. Sinon, n'hésitez pas à aller sur YouTube pour récupérer un petit peu. Mais voilà, en général, je refais un résumé en début de live, voilà, donc vous ne serez pas non plus complètement perdu. Et le dimanche, on fait du React sur soit un docu, soit plusieurs docus. Là, dimanche dernier, par exemple, on a parlé du fonctionnement du muscle et j'ai utilisé plusieurs petits documentaires pour parler du muscle. Et on a fini par un documentaire un petit peu plus long sur la sarcopénie. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le replay ou les temps forts. Là, j'ai déjà sorti les temps forts, donc pareil, vous pouvez. Et bonsoir Valkyrie, comment ça va? Alors, je suis orthoprothésiste. Donc, je suis pas Ramed. Là, il y a Colibrigan qui vient de te mettre la commande où ça explique un peu mon parcours, ce que je fais. Donc, je suis vraiment paramédicale, orthoprothésiste. En gros, je fais des appareils de positionnement. C'est du grand appareillage sur mesure. Moi, je suis même plus particulièrement, parce que même à l'intérieur de ça, tu vas trouver plus ou moins des spécialités, on va dire, dans le polyhandicap infantile. Après, j'ai fait formation de posture aussi. J'ai été prof de pilates avec une formation assez poussée dans la méthode traditionnelle du pilates. Enfin, j'ai fait STAPS dans le sport. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses qui tournent étonnamment autour du corps et de son fonctionnement. Mais enfin, j'ai envie de dire, quand bien même je serais médecin ou autre, ça fait pas, enfin, on peut pas tout savoir et ça fait pas de ce que je dis parole, entre guillemets, parole d'évangile. Moi, ce qui m'intéresse, mon objectif, c'est plutôt de vous donner deux trois trucs, deux trois bases, on va dire. Et après, plutôt bah, un peu comme Toto d'ailleurs, un esprit critique aussi dans les lectures qu'on peut voir dans les articles et tout. Le, voilà, voir un petit peu quelques red flags et les précautions qu'il faut prendre.
Et voilà, essayer, d'un peu mieux comprendre. Mais je vais pas prétendre, je prétends ni tout savoir, ni, faire, mince dommage. Bah, après dans tous les cas, si, par exemple, non mais t'inquiète, tu peut-être pas pu le faire aussi Colibri Gant parce que tu peux pas faire 2 SO je crois complètement à la suite. Il y a un petit laps de temps, entre les 2. Et en plus de ça, même si j'étais médecin, même si, enfin, si l'objectif par là a été, d'avoir des diagnostics ou quoi, dans tous les cas, c'est pas possible. C'est interdit, et c'est pas, et même, enfin, tu as besoin de voir les personnes, moi je donne des pistes de réflexion, en fait. Je donne des pistes de réflexion et encore une fois, même si j'étais médecin, ça ferait pas de moi, quelqu'un d'omnipotent qui saurait tout, hein. Allez, on va revenir, du coup, sur le comment l'article donc sur lequel on était sur Victor Wembanyama. Donc on en était au moment, je vais refaire un tout petit point, désolée pour ceux qui étaient là quand on a commencé à en parler, du pourquoi, l'anatomie du membre supérieur, fait qu'on peut avoir éventuellement une thrombose, notamment veineuse, parce que malheureusement, ça peut aussi toucher les artères et là, c'est beaucoup plus embêtant. C'est quand même embêtant au niveau des veines, hein. Il y a un risque accru d'embolie pulmonaire. Donc, en fait, le petit caillot, la fameuse thrombose, le fameux thrombus, hein, le petit caillot, il peut se déplacer, partir de la veine dans laquelle il était et venir bloquer un autre vaisseau et notamment potentiellement une artère pulmonaire. Et là, c'est pas bon. Une artère ou une veine pulmonaire, et là, c'est pas bon du tout, du tout. Donc, puisque ça peut aller jusqu'au décès. Donc, c'est le risque qu'il y a derrière une thrombose veineuse. Et une thrombose d'une artère, bah, le sang n'arrive plus aux organes et aux cellules. Et c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Donc, la particularité, 94% du temps, ça touche les jambes. La particularité au niveau du bras, donc là vous avez l'humérus, hein, qui est l'os principal du bras, hein, c'est cet os-là. Je vais mettre en grand, c'est cet os-là. La particularité du bras, c'est que l'humérus est articulé avec l'omoplate, qu'on appelle aussi scapula, mais aussi avec la clavicule. Donc, il faut vraiment voir que quand vous allez bouger le bras, tout ça va bouger ensemble, hein. C'est vraiment, tout ça va bouger ensemble, plus ou moins bien sûr. C'est l'humérus qui va bouger le plus, mais si vous levez le bras, par exemple, votre omoplate, elle va aussi participer à ce mouvement. Elle va aussi venir glisser vers le haut pour accompagner l'élévation du bras. Et si elle glisse vers le haut, comme elle est articulée aussi avec la clavicule, elle va aussi élever la clavicule de fait. Donc, organisation un peu spéciale. Et vous avez un espace entre la première côte et la clavicule où vont se faufiler les artères et les veines, et les nerfs également. Et cet espace qu'on appelle le défilé thoraco-brachial, ben, vous le voyez ici, il est assez étroit, hein, c'est pas bien large, hein. En plus, on va rajouter les nerfs. Donc là, c'est pareil, vous voyez tout le paquet de nerfs qui passe dans cet espace assez étroit. Et c'est cette anatomie de l'épaule assez particulière, avec cet espace assez étroit, qui va faire que, dans certains cas, le fait de faire une activité répétée, euh, entre autres, enfin, ce passage étroit et si les vaisseaux sont traumatisés du fait de mouvements répétés, une thrombose veineuse, voire artérielle, peut survenir. On parle alors de phlébite d'effort ou de syndrome de la traversée thoraco-brachiale. Avoir ça. Oui, oui, normalement c'est bien foutu. Après, c'est toujours pareil. L'anatomie, on est à peu près tous
foutu pareil, mais vous pouvez avoir plus ou moins d'espace, vous pouvez avoir des veines et des veines et des artères un petit peu différentes. Puis selon votre activité, bah, ça peut venir léser, traumatiser ces vaisseaux. Enfin, mais le but, c'est que ça se coince pas. Hein. C'est pas forcément se coincer. Là, on parle pas de se coincer. On parle vraiment du fait que la clavicule, la clavicule et les côtes vont venir prendre en sandwich. Donc, ça va pas forcément coincer, mais va y avoir des mouvements, des sollicitations répétées qui peuvent venir léser, traumatiser les vaisseaux et donc favoriser l'apparition l'apparition de thrombus. C'est vraiment plus ça. Donc, ça se coince pas normalement, mais juste ça vient frotter parce que c'est très proche les uns des autres et ça peut poser problème, quoi. Hem, dit, ce cas de figure se retrouve chez les athlètes, les musiciens ou les personnes dont le métier implique de lever les bras de façon répétée. Basketteur en plus, Victor Wembanyama, c'est un intérieur. Donc il va avoir les bras souvent en haut pour aller récupérer le ballon, pour protéger le ballon. Enfin bref, autant dire qu'il a quand même beaucoup les bras levés. Et voilà. Et comme il est très grand, bah, en plus, il a les bras vraiment très hauts. Hein. Lui taper dans la main quand il a le bras en l'air, faut soi-même sauter. Hein. Je sais plus quelle taille il fait. Les investigations révèlent souvent que les jours précédant le diagnostic, le patient s'est livré à un exercice inhabituel. Repeindre un plafond, déménager, participer à une compétition sportive. Et bonsoir Robly, comment tu vas? Euh, et là, il a annoncé ça. L'annonce de Victor Wembanyama s'est fait juste après justement une compétition. Donc lui, bon, il pratique du basket tous les jours, mais là, il y avait eu un match un peu particulier qui était les All-Star Games, qui est un peu voilà le truc où tous les grands champions de la NBA se retrouvent et s'affrontent quoi. Et bonsoir Gamecro, comment ça je repeins mon plafond tous les 3 jours? Ben oui, mais comme tout le monde, comme tout le monde. Des piliers de barre sont concernés aussi, vu la tendance à la levée de coude. Je ne sais pas. Faudrait demander. Après, je pense que les piliers de barre, malheureusement, peuvent être concernés, pas forcément pour le geste répétitif au niveau du bras, mais par le fait justement d'être des piliers de barre et de pas avoir une bonne alimentation et une bonne hydratation, surtout. Voilà, plus de ce point de vue-là. Donc, d'autres causes peuvent engendrer ce type de thrombose, au premier rang desquelles figure la présente ce dispositif endoveineux, cathéter, mis en place de façon durable pour délivrer, par exemple, une chimiothérapie en cas de cancer. Donc oui, vous avez certains dispositifs qu'on va, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, qu'on va venir implanter par ici, plus ou moins. Il me semble qu'on appelle ça une voie centrale, mais peut-être que je dis une bêtise, hein, vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes. Et pourquoi on vient poser ce fameux cathéter, c'est que quand vous allez avoir un traitement très très régulier, plutôt que de vous faire à chaque fois installer le dispositif, etc., on vous le pose et ça permet de passer le traitement voilà, plus facilement, entre guillemets. Mais du coup, voilà, ça risque, entre autres, parce que bah, le cathéter, c'est un objet, enfin voilà, c'est quand même un objet que le corps va reconnaître comme ne lui appartenant pas. Et il va venir certainement avoir une tendance à coaguler, sachant que du coup, euh, ça va certainement engendrer une coagulation autour du cathéter, mais aussi, on rappelle que les cellules de la paroi des vaisseaux sanguins ont une propriété antithrombotique et en plus ne collent pas. Le cathéter, lui, il n'a pas toutes ces propriétés. Donc, de fait, ça peut favoriser le risque, quoi.
les chambres implantables, j'en croise énormément lorsque je vais me faire perfuser, vu que le service où je me fais perf est lié à l'oncologie. C'est peut-être comme ça que ça s'appelle aussi. Je vois le dispositif, je sais à quoi il sert, le terme exact, je l'ai pas forcément. Parce que c'est, enfin, dans ma pratique, moi, je j'ai pas, je le fais pas du tout. Enfin, j'ai pas affaire à des patients. Enfin, j'ai jamais eu affaire à un patient qui avait ce type de dispositif. Alors autant des gastrostomies, ça oui, autant ça, je vois pas. Mais c'est vraiment c'est par là. Enfin, quoi que j'ai eu un copain, je crois qu'on avait une. Mais je lui ai jamais demandé le nom exact. Mais c'est possible que ce soit ça, hein. Euh... Ah, les piliers de bar, ça vous inspire, hein, ça m'étonne pas. Pourquoi ça m'étonne pas? Ah, on a le chat qu'on mérite, hein. En même temps, j'ai des oreilles. Enfin voilà, je suis bretonne, hein, à la base, hein, donc bon, à quoi je m'attendais? Euh, donc, les personnes qui présentent des troubles de la coagulation, thrombophilie, peuvent aussi être très facilement victimes de thrombose à ce niveau. Bah oui, parce que déjà, elles ont un problème de coagulation. Donc, on a vu que, effectivement, quelqu'un qui hyper coagulait, donc qui avait une tendance, son sang avait tendance à plus facilement coaguler. Donc, c'est le sang qui va faire, enfin voilà, qui va se coller les uns aux autres. Alors, la coagulation, c'est pratique parce que quand on se coupe, ça permet de reboucher et d'éviter de se vider de son sang. Mais quand ça se passe, que c'est trop présent et que ça se passe à l'intérieur des vaisseaux sans que ce soit nécessaire, là, ça pose problème puisque c'est comme ça que les fameux thrombus se forment. Donc, bah, s'il y a ce problème-là, ça peut toucher bien sûr les membres inférieurs, pardon, les jambes, mais aussi les bras, quoi. Enfin, il arrive souvent que ce type de thrombose se produise sans que la cause ne puisse être identifiée. Il y a toujours, comme on dit, une exception pour confirmer la règle. Alors, je faisais une petite halte parce que justement, j'étais en train de rechercher. Mais c'est bien, ouais, chambre implantable, hein, effectivement. Donc, je sais pas si vous voyez ce type de dispositif là pour les chimiothérapies, entre autres. Chambre placée sous la peau et ça permet d'injecter le traitement, quoi. Hop, outil socio-cutané, le cathéter qui va être placé, la chambre, le muscle et la veine. Et donc, il y a le cathéter qui va filer dans la veine. Et là, on voit ce que ça donne là. Ok, ok. J'avais pas le nom, tu vois. Merci, Obli, parce que j'avais pas le nom de chambre implantable. Quand je dis que le but, c'est de se coucher moins bête tous ensemble, quoique, parce qu'on dit autant de bêtises qu'on apprend des choses. Enfin, en tout cas, j'espère. J'espère que c'est ça. Donc voilà les différentes causes au niveau du bras. Bon, à la fin, ils disent que bon, il y a des causes qu'on ne peut pas identifier, mais il y a quand même une explication anatomique du fait que à cet endroit-là, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et après, bon, des causes qui peuvent se rajouter comme l'hypercoagulation, des choses comme ça, quoi. Maintenant, comment se soignent les thromboses du membre supérieur? On a vu que pour les membres inférieurs, on allait souvent prescrire des anticoagulants. Alors, non pas pour directement détruire le caillot, mais pour fluidifier le sang et justement empêcher que le thrombus qui s'est formé par la coagulation ne grossisse. Ce qui est pas mal derrière, c'est que même si les anticoagulants ne font pas péter le caillot, ils vont quand même fluidifier donc le sang et en parallèle de ça, le corps a quand même un système pas mal foutu qui va venir essayer de péter le caillot. Donc vous pouvez avoir le caillot qui disparaît complètement à terme. Après, vous pouvez aussi avoir le caillot qui finit par boucher et vraiment boucher complètement la veine et se fixer
et ne plus bouger du tout, hein, vraiment, voilà, comme un vrai bouchon pour le coup, où il y a plus le risque qu'il se détache et qu'il vienne dans la circulation générale ou qu'il fasse une embolie pulmonaire, parce que c'est vraiment le risque, la crainte, dans ce cas-là. Hem Et du coup, quand il se bouche, là aussi où la nature, encore une fois, est bien faite, c'est que il peut avoir bouché complètement la veine, mais le corps est bien foutu. Il va créer, un réseau de d'autres vaisseaux pour faire une dérivation, c'est-à-dire, hop, on va contourner l'obstacle pour reprendre, son chemin derrière. On va une dérivation, quoi, et ça aussi, ça se crée, donc c'est quand même, pas mal cool quand même. Non, le corps est vraiment bien foutu, hein. Même s'il nous fait chier des fois, il y a quand même des choses pas mal. Heu, ouais, ça permet d'apprendre à trouver. Bah, oui, oui, souvent, c'est sûr que quand on traîne pas mal à l'hôpital ou des choses comme ça, même en tant que patient, on finit par connaître deux trois trucs, hein. Hem, donc comment ça se soigne? Cette fois-ci au niveau des membres supérieurs. Comme dans le cas des thromboses veineuses des membres inférieurs, la première étape consiste en un traitement anticoagulant, soit par injection, soit directement comprimé, soit directement comprimé pour une durée de 3 mois ou plus selon les cas. On peut aussi prescrire un manchon de compression du bras pour soulager le patient. Alors, l'idée, je pense, du manchon, du vêtement compressif, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, pour les jambes, vous pouvez aussi potentiellement utiliser ça. Quel est le but, en fait, de ces vêtements de compression, de ces bas de contention, mais qu'on appelle, enfin voilà, pour nous, ce sont des vêtements compressifs. Ça va aider, comme on disait, dans les veines, la circulation se fait beaucoup plus lentement, donc, en venant compresser un petit peu, ça va aider un petit peu au retour veineux, et donc ça peut soulager. Lorsque la thrombose est très étendue et mal tolérée, le retour à la chirurgie est possible pour retirer le caillot. Il faut alors enlever aussi la première côte et agrandir le passage en sectionnant des muscles afin d'éviter une récidive. Alors, je ne savais pas qu'on allait jusqu'à retirer la première côte, parce que donc on a vu, hein, que c'était l'espace entre la première côte et la clavicule qui est très petit et qui peut du coup créer, des traumatismes. Alors on a vu les nerfs, on a vu les vaisseaux et les artères, mais effectivement, vous avez aussi tout un tas de muscles, alors à cet endroit-là. Hop, je vais enlever celui-là. Donc là, vous avez, hop, je vais zoomer, que c'est vrai qu'il disait bien, il parlait, hein, dans l'article des muscles. Vous avez le subclavier. Je pense qu'il y a un petit peu de tout qui peut gêner, le dentelé antérieur, le scalène post, tous ces vaisseaux-là, scalène moyen, et enlever déjà, rien, on voit que le scalène moyen, le scalène antérieur sont rattachés à la première côte. Donc quand vous allez enlever la première côte, déjà rien que là, ça va, les muscles n'auront plus d'endroit où s'attacher. Alors sans doute qu'il les réinsère quelque part, je ne saurais pas vous dire où il les réinsère. Et le subclavier, c'est pareil, il se fixe normalement sur la première côte, mais ça a l'air d'être quand même une sacrée chirurgie pour augmenter l'espace, pour que le passage, ne soit plus gêné, que les vaisseaux ne soient plus traumatisés, et donc qu'il y ait pas de récidive, éviter la récidive, de la thrombose, quoi. Il y a aussi un lien avec les voyages en avion. Il y a des gens qui ont besoin de se contentionner en avion, c'est à cause de ça.
Alors, je sais pas si les voyages en avion, c'est, le fait que les cabines soient pressurisées ou pas. J'avoue que je m'y connais mal, par rapport à cette question. Ou si c'est lié au fait que, bah, quand tu voyages en avion, à part pour, des voyages intérieurs, tu vas être assis, statique, en fait, pendant plusieurs heures. Et est-ce que ce serait pas plutôt lié au fait d'être statique pendant plusieurs heures? Je sais pas. Après, il y a certainement un rapport aussi avec, le fait d'avoir, des cabines pressurisées, mais ça serait intéressant de trouver un article qui parle de ça. Parce que là, j'ai pas envie de partir dans des suppositions du pourquoi, du comment ça peut faire, je voudrais éviter donc il me faudrait une base un peu plus, solide que moi qui suis en train de supposer le pourquoi, en avion, certaines personnes vont avoir besoin de bas de contention. Le fait de rester immobile, clairement, ça c'est un argument, ça c'est sûr. Mais je suis pas sûre qu'en avion, il y ait que ça. Il y ait que ça. Mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc voilà. Mais, mais de rester immobile, après, même rester immobile ou des fois, moi je sais que j'ai un collègue à l'atelier qui devait porter des bas de contention parce qu'il avait des problèmes de circulation au niveau des jambes. Parce qu'à l'atelier, au final, il est debout toute la journée, mais certes, il est debout, mais il bouge pas beaucoup, quoi. Il est à son poste et il fabrique ses appareils, voilà. Et du coup, c'est pas assez de mouvement pour faire circuler. Et encore une fois, quand vous êtes debout, dans tous les cas aussi, la gravité, tout simplement, fait que le sang va avoir tendance à rester, à stagner en bas, dans les membres inférieurs. Donc, c'est pour ça que d'avoir vraiment du mouvement, ça peut aider, quoi. Donc voilà, c'est pas, simplement le fait d'être debout ou assis, quand vous avez ce genre de soucis, c'est le fait de pas être en mouvement, suffisamment, quoi. Mais il doit y avoir un rapport avec la pressurisation des cabines, hein. Mais ouais, je veux pas partir dans des supputations, quoi. Va donc faire sa recherche en net. Merci, Obli. Hem, donc ouais, c'est assez fou comme comment, comme, c'est assez fou comme chirurgie et bah, je sais pas comment ça va se passer pour, Victor Wembanyama, mais j'espère pour lui que ça n'ira pas juste là. Parce qu'après, c'est les conséquences de l'ablation de la première côte, et des muscles et tout, je sais pas comment ça peut se passer, quoi. Bonsoir Kéros, comment ça va? Conclusion, faire le poirier toutes les demi-heures pour faire monter le sang à la tête. Pas forcément bon non plus, mais bon. Ça se N'écoutez pas les propositions du chat. Enfin, pas toujours, pas toujours. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. On va dire ça comme ça. Un traitement par désobstruction mécanique peut également être proposé à l'aide d'une sonde, laquelle peut aussi, injecter une substance qui va dissoudre le caillot. Donc ça peut être pas mal. La procédure se termine avec la mise en place d'une endoprothèse, un stent, pour maintenir la perméabilité du vaisseau. Alors là, en même temps, j'avais pas pensé au stent, mais en même temps, c'est un peu, normal qu'on en parle dans ces cas-là. Peut-être que si vous avez des gens qui ont eu, ce type de problème, vous voyez de quoi il est question. Voilà à quoi ressemble, un stent. Là, vous avez et même je trouve que cette image, elle est pas mal. Est-ce que ça va bien? Ouais. En fait, vous avez vraiment le positionnement. Alors là, en l'occurrence, vous avez des plaques ici qui commencent à faire diminuer du coup le diamètre, on va dire de l'artère en l'occurrence, ou du vaisseau, on va dire du vaisseau. Et pour éviter que, le diamètre est diminué, la circulation se fait moins bien. Ça, rien que là, rien qu'à ce stade, ça peut poser problème. Du coup, pour rétablir le diamètre du vaisseau, on va venir poser un stent. Donc là, on voit la mise en place, on passe dans le vaisseau,
on a cette espèce de petite cage un petit peu, enfin qui est souple au départ. Je ne saurais pas à quoi la comparer dans la vraie vie, ce qu'on dirait un espèce de grillage, et une fois que c'est mis en place, en fait, ça va conserver sa forme. Donc on se glisse à l'endroit où on veut, on gonfle un petit ballon qui va venir pousser le grillage vraiment contre les parois et lui faire prendre la bonne forme pour rétablir, là on voit bien, hein, le diamètre, il est le même au début, au milieu et à la fin. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rétablir une circulation beaucoup plus fluide. Et ensuite, on vient retirer le petit dispositif et bien sûr, on dégonfle le petit ballon. Donc ça, c'est un stent. Donc l'utilisation dans le cadre de la thrombose veineuse des membres supérieurs, je me demande pourquoi on regarde une image en groupe de cheville polie installée dans un mur. Ah, souvent, il y a de toute façon, il y a des parallèles à faire entre des trucs que tu utilises dans le bricolage et ce qui est fait dans le corps humain. Hein, oui. Encore pire en orthopédie. Hein. Encore pire en orthopédie sur tout ce qui est os et tout. Mais effectivement, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Et là, dans le cadre des thromboses au niveau des membres supérieurs, au niveau des bras, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'espace, du coup, va venir pincer, je suppose, la veine, diminuant ainsi son diamètre, favorisant l'apparition d'un thrombus et pouvant éventuellement être bloqué. Donc, avec le stent, on va essayer de faire en sorte que et bonsoir Garounia, comment tu vas? On va faire en sorte de conserver le diamètre du vaisseau de façon pérenne, quoi. Donc voilà, si vous ne saviez pas ce qu'était un stent, je trouve cette image vraiment très bien. Elle est très parlante. Mais c'est ce qu'on va, enfin, il y a pas mal de gens, hein, enfin moi les stents, nous c'est des choses qu'on devait, qu'on connaissait, qu'on devait éventuellement rechercher dans certains types d'appareillages, notamment sur les prothèses, parce que quand vous venez mettre une prothèse, bah forcément s'il y a un stent sous la peau, ça peut venir gêner le patient, donc il faut en tenir compte, quoi. Hop. Toutou. Ces traitements varient selon l'expérience des équipes, la disponibilité de plateaux techniques, mais également selon le risque hémorragique du patient et la probabilité de récidive. Donc, risque hémorragique en rapport avec la coagulation. Si vous avez quelqu'un qui est sous anticoagulant, vous allez peut-être chercher, soit pour cette pathologie, soit pour autre chose, mais vous allez peut-être chercher, ou qui est hémophile, encore pire, chercher la solution qui va être le moins invasive pour éviter au maximum d'avoir une grosse ouverture, etc. Par exemple, enlever un os comme la première côte, je suppose que le risque, enfin l'ouverture est beaucoup plus importante que de glisser un cathéter pour faire une pose de stent. Par exemple, l'expérience des équipes, c'est vrai que ça, se passer correct ce matin, pause d'âge. Ça va. Ah mince, mince. Bah, au moins c'est fait. On va dire ça. Au moins c'est fait. Ça va. Je vais essayer de pas faire trop tard parce que demain matin il faut que je me lève très tôt pour mon rendez-vous avec l'anesthésiste à Annecy. Mais sinon ça va. La forme. Même ma kiné elle a dit. T'es en forme aujourd'hui, ça fait plaisir. J'avais envie surtout. J'avais juste envie de bosser en fait. Mais du coup je suis claquée. Mais ça va. Euh, Mais oui, l'expérience des équipes, ça peut, selon les régions, selon les équipes, effectivement, vous aurez tel ou tel type de pratique. Enfin, la façon d'aborder un problème peut être différente. Parce que là, on a vu qu'il y a quand même plusieurs solutions possibles. Et coucou Opella. Qu'on te prescrit pas de l'aspirine pour l'évaluation. Ouais, mais si t'es sous anticoagulant,
déjà parce que quand tu as une thrombose, ça fait partie des possibilités ou quand tu as d'autres soucis, on peut te prescrire quand tu as une hypercoagulation qui peut poser problème, on va avoir tendance à te proposer des anticoagulants. Donc en fait, ça peut être, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte si c'est sous traitement au moment de la chirurgie. Donc c'est quelque chose à savoir et à tenir compte dans le choix que tu vas faire d'opération. Donc, euh, donc c'est pour ça que euh, il y a plein de trucs, il y a plein de choses à prendre en compte, que ce soit au niveau, comme il disait, de l'expérience des équipes, des pratiques au niveau régional aussi parfois. Euh, la disponibilité de plateaux techniques, ça, bah, c'est fonction de l'endroit où vous êtes. Est-ce que c'est une urgence ou pas? Donc du coup, où est-ce que vous êtes? Est-ce qu'il y a dispo ou pas? Et voilà quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas toujours une seule réponse ou un seul traitement. Il peut y avoir plusieurs options ou une option qui vous est propre en fonction de votre patho. Je vais vous parler de mon exemple personnel en fait. Par exemple, j'ai mon souci d'épaule. Au final, dans les chires que j'ai vues, la technique que j'ai choisi parce que bah, au final, ce qu'on me proposait, c'était les mêmes techniques que j'avais eues jusqu'à présent et qui n'avaient pas marché. Mais il n'y a qu'un seul chirurgien qui la connaissait. C'est pas qu'il la connaissait, mais qui la maîtrisait et qui me l'a proposé d'emblée. Il y en avait un qui la connaissait, mais qui me l'a pas proposé d'emblée. Et qui, même s'il disait, ah oui, effectivement, dans votre cas, ça peut être, ça peut être bien, bah, c'est pas la première chose qu'il m'a dit. Donc en fait, on voit aussi à ce moment-là que l'expérience du professionnel de santé euh, et ses habitudes vont jouer un rôle aussi dans la prise en charge. Ce qui est normal, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, mais ça veut dire que effectivement, ça peut varier la prise en charge. Après, je suppose que Victor Wembanyama, il doit être quand même sacrément bien entouré à la NBA, voilà. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut avoir dans un petit coin de l'esprit. Ces interventions peuvent beaucoup améliorer les symptômes chez certains individus. Dans certains cas, ils peuvent avoir un impact plus limité, voire être source de complications. Par ailleurs, si la cause de la thrombose n'est pas levée, des récidives sont possibles ou une thrombose peut survenir de l'autre côté. Bah, en fait, enfin, on peut se dire que c'est un peu normal. Si on n'a pas trouvé pourquoi ça se passait, on n'a pas réglé le problème, quoi. Donc que la récidive puisse apparaître, ça semble relativement logique. Je l'ai peut-être pas dit, mais pourquoi Oublie tout à l'heure parler d'aspirine par rapport au risque hémorragique. Si vous ne le saviez pas, l'aspirine fluidifie votre sang. Donc vraiment, ayez ça, enfin voilà, ayez conscience de ça. Si jamais vous prenez de l'aspirine, par exemple, il faut éviter. Enfin, souvent les femmes le savent parce que bah, on va pas prendre d'aspirine quand on a nos règles, voilà, pour éviter que ça devienne très compliqué. On va dire ça comme ça. Mais voilà, sachez que l'aspirine vraiment fluidifie le sang et c'est pourquoi Oubli disait bah en fait on va pas te prescrire ça avant l'opération parce que oui ça va créer un risque hémorragique accru quoi. Voilà. Je précise, c'est vrai que j'ai pas pensé sur le coup, mais si vous ne le saviez pas, c'est bien d'informer là-dessus, même si ça commence à se savoir. Quelles complications? Une fois le traitement mis en route, le risque d'embolie pulmonaire diminue beaucoup. Oui, si vous virez le caillot, du coup, logique que bah, il ne va pas pouvoir se déplacer s'il n'y en a plus. À moyen ou long terme, cependant, le patient peut parfois présenter un syndrome post-thrombotique. L'obstruction résiduelle du vaisseau joue un rôle important dans cette complication, qui se caractérise par des syndromes d'insuffisance veineuse chronique. Ce syndrome se traduit par un œdème du bras persistant, des douleurs se manifestant par des lourdeurs
et une impotence fonctionnelle plus ou moins marquée, ainsi que des veines superficielles dilatées, qui reviendraient plus ou moins à des varices qu'on retrouve dans les jambes. Tout cela peut causer une gêne dans la vie quotidienne. Donc en gros, là, ce qui dit, le fait que même s'il y a plus le caillot, parfois vous pouvez quand même avoir le vaisseau qui est pas non plus complètement. Enfin, on n'a pas forcément un diamètre optimal, on va dire. Du coup, bah, au niveau circulatoire, peut poser des problèmes, notamment d'œdème et d'autres conséquences qui vont faire que bah ouais, vous allez pas, enfin les soucis, voilà, euh, ça peut être problématique au niveau de la vie quotidienne, parce que impotence fonctionnelle, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire certains mouvements et du coup, bah, pour pouvoir les bras quand même, ça sert dans la vie de tous les jours. Hein. Enfin voilà, on s'en rend pas forcément toujours compte tellement ça nous paraît, pour la plupart d'entre nous, une évidence. Mais le jour où vous avez un souci, un bras, euh, que ce soit pas très grave ou grave, vous vous rendez compte que ouais, et même le fait d'en avoir deux, c'est quand même pas mal pratique, quoi. Donc dès qu'il y a une impotence, enfin dès qu'il y a un souci fonctionnel, ben ouais, c'est au niveau de ce qu'on appelle les AVQ, hein, les activités de la vie quotidienne, ben ça peut être compliqué. Et pour faire un lien aussi avec ce qu'on avait, le documentaire de dimanche, l'autonomie, c'est ce qu'on cherche tous et qu'on cherche tous à garder le plus longtemps possible, même lors du vieillissement. Mais c'est aussi voilà, quelque chose qu'il faut, qu'on a tous en tête inconsciemment. En fait, c'est le jour où on a un problème où on se rend compte que c'est vraiment super important. Hein. Merci de le vocaliser. Autant dans les faits, je le sais, autant souvent j'ai tendance à l'oublier et pas le prendre en compte. Je veux dire que l'assaut aspirine et rectocolique hémorragique n'est pas recommandé. Oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, parce qu'en même temps, dans RCH, il y a hémorragique quand même. Et ça fait des loutres qui se trouvent vraiment idiotes de pas y penser alors qu'elles le savent. Bah, fais simple, n'achète pas du tout d'aspirine. N'achète pas du tout d'aspirine. Hein, en fait, je ne saurais pas dire, par exemple, entre le paracétamol et l'aspirine, est-ce que il y a des cas où il vaut mieux prendre de l'aspirine. Moi, je crois que je ne sais pas si j'ai déjà pris de l'aspirine dans ma vie. Mais je sais que je ne prends que du paracétamol ou éventuellement de l'ibuprofène, selon. Mais de l'aspirine, jamais. Jamais, jamais. Donc, oui, oui, enfin, tu m'étonnes que ça fait pas bon mélange. Quand penser à une thrombose veineuse et comment la diagnostiquer? Donc ça, on va ouvrir nos esgourdes et puis on va essayer d'être bien vigilant parce que on a vu un thrombose veineuse, ça peut quand même être grave. Hein. Donc, enfin, ça peut être grave, notamment avec cette histoire d'embolie pulmonaire. Donc, pouvoir la diagnostiquer, c'est important. Lorsque la thrombose veineuse survient dans un membre inférieur, donc au niveau des jambes, les symptômes sont assez peu spécifiques. Ils témoignent de l'obstruction veineuse et des conséquences du gonflement œdème qui en résulte. Douleur dans une jambe, dilatation veineuse superficielle. Donc là, j'ai l'impression qu'ils sont toujours ils parlent de la thrombose veineuse superficielle. Après, là où je suis pas tout à fait d'accord avec eux, c'est que même si les symptômes, ils disent là, sont peu spécifiques, je rappelle que dans le cas d'une phlébite, donc là, on va être dans la thrombose veineuse profonde au niveau des jambes. Dans le cas d'une phlébite, les signes vraiment qui sont une urgence, encore une fois, hein, c'est ce qu'on m'a appris, hein, c'est ce qu'on m'a dit et répété. Si vous avez un patient qui arrive et qui vous décrit ça, vous appelez directement les urgences. Après, encore une fois, appeler les urgences, ça ne veut pas dire que ça permet aussi d'être réorienté si besoin en fonction de votre problème. Peut-être qu'au final, vous appelez les urgences et ils vous conseilleront d'aller voir votre médecin traitant ou quoi. Mais
Nous, on nous a dit: «Vous avez ça, vous y allez». Donc c'est douleur sourde au mollet ou gêne, crampes, lourdeur, engourdissement, gonflement, durcissement ou induration, c'est pareil, chaleur engendre de l'inflammation et perte du ballon du mollet. En gros, on pourrait dire ça va avec le durcissement. En gros, votre mollet, il fait plus blablabla. Voilà, il bouge plus, quoi. Donc, il y a quand même quelques signes potentiels qui doivent clairement nous alerter. Si vous avez des varices, peut-être que vous avez déjà un suivi de ce côté-là. Donc, enfin voilà, si vous sentez qu'il y a un truc un peu, une douleur un peu étrange, un peu anormale, etc., vaut mieux conseiller, vaut mieux consulter. De toute façon, essayez de prendre une information, essayez d'avoir un diagnostic, de comprendre ce qui se passe quand il y a une douleur un peu anormale ou que vous avez de l'œdème ou quoi, de façon un peu santé Garaounia. Qu'il y a un truc un peu bizarre, enfin, c'est jamais une mauvaise chose en soi, hein. Et encore une fois, appeler les urgences, ça ne veut pas dire que vous allez aller aux urgences. Parfois, vous allez être redirigé. En ce qui concerne la survenue beaucoup plus rare d'une thrombose veineuse du membre supérieur, les symptômes qui doivent alerter sont ceux du blocage de la circulation veineuse de retour du bras. Œdème et douleurs dans le bras, donc gonflement et des douleurs dans le bras, l'avant-bras et la main. Ainsi qu'un aspect trop visible de la circulation veineuse superficielle du thorax. Donc, en gros, vous allez, vous allez mieux voir, voire trop voir vos petits vaisseaux. Après, on l'a vu, hein, ça passe donc sous la clavicule, là. Tac, là, vous avez la clavicule. Ça va passer dessous. Et du coup, bah, si ça circule mal, etc., les vaisseaux autour vont aussi être impactés et risquent de ressortir. Après, le gonflement du bras et les douleurs, déjà, de toute façon, c'est un signe d'alerte, quoi. Quelquefois, des signes associés sont aussi présents, liés à la complication la plus redoutable qu'est l'embolie pulmonaire, douleurs thoraciques et difficultés respiratoires. Donc oui, on rappelle, hein, la grosse peur, c'est vraiment que le caillot Non, mais je sens bien que vous essayez de me parte. dire quelque chose, mais Ah oui, c'est de vous la pardon, phrase ou vous l'avez entendu ça? merci. Vraiment très bien cette, Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous vous l'avez êtes des entendu ça? rapides, vous êtes des rapides. Très bien cette alerte. Hem, donc oui, ce dont on a peur en fait, hein, pour rappel, hein, c'est que le caillot qui est dans la veine, donc déjà c'est embêtant. On parce que c'est douloureux et cetera et que ça peut quand même poser, certains problèmes. Mais vraiment la grosse trouille, c'est qu'ils partent de cette veine pour venir, dans les artères pulmonaires et de créer, ce qu'on appelle une embolie pulmonaire, quoi. Donc oui, c'est pour ça qu'il faut pas trop déconner, quoi. Hem, on est d'accord pour dire que se prendre un coup de couteau dans le creux de la clavicule, ça peut être létal aussi vite? Assez vite. Alors la question la question, est-ce que je réponds ou pas? Tu sais comment, c'est pas un tuto pour, bref. En fait, ce qui se passe, c'est que, heu, c'est de toute façon, à cet endroit-là, à ce niveau-là, on l'a vu sur le schéma, hem, il y a quand même au-delà des veines, il y a quand même, des artères, mais c'est surtout le fait de toucher les artères, mais tu as surtout l'artère ici qui va au cerveau. C'est ça qui va être très grave en premier. Après, le fait que ça touche une artère, que ce soit, l'artère, axillaire, donc on voit là. Salut Gallagher! En fait, c'est le fait de toucher si tu touches l'artère qui va au cerveau et que, tu pas un point de compression très, très vite, ça va effectivement très, très vite. Pour toutes les autres artères, ça va aussi aller vite, un petit peu moins vite parce qu'un peu plus distante, mais dans tous les cas, faudra compresser, faudra, juguler, l'hémorragie, très, très vite.
Parce que comme dans ces grosses artères, les artères principales, hein, bien sûr, hein, l'artère fémorale aussi, l'artère axillaire, l'artère carotide, sont des grosses veines dans lesquelles la pression est énorme. Heu, il y a si elles sont, blessées, percées, voilà, heu, on va se vider très vite à cause de cette pression et en plus de ça, ça va pas forcément ça n'aura pas le temps de coaguler. Du fait de la pression, du fait que de toute façon, voilà, donc il faut vraiment venir comprimer, très, très rapidement. C'est, l'hémorragie, quoi. C'est vraiment très, très, très important. Il faut agir très, très vite, quoi. Donc voilà. Et en l'absence de comment de corps étranger, c'est vraiment presser très, 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 très fortement, sur la plaie pour éviter le saignement, quoi. Mmh, on pourra parler un jour de la capsulite, c'est ce que j'ai à mon bras en ce moment. Why not? Hésite pas, je sais pas si tu es sur le Discord, Igaram, n'hésite pas n'hésite pas à faire des propositions sur le Discord. Je vais me le mettre. Après capsulite, hop, capsulite rétractile, c'est ça, hein? La capsulite, comment dire? Bah, déjà, en fait, après, je sais pas si je pourrais en parler très longtemps, mais même là, pour en dire 2 mots, capsulite, au ni c'est on va parler de capsulite souvent au niveau de l'épaule. C'est la capsule articulaire, qui entoure l'articulation. Capsule, it, inflammation, hein, rhinite, qu'est-ce qu'on a vu? Tendinite, et cetera. Tout ça, c'est inflammé et du coup, bah, ça va entraîner, des douleurs. Ce qu'on appelle l'inflammation, c'est bien, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Dans le cas d'une capsulite rétractile, ça dure longtemps et en plus de ça, je suis pas spécialiste, hein, j'en ai discuté en plus il y a pas longtemps avec mon kiné, mais ouais, c'est un peu la merde, quoi et rétractile, parce que la capsule, bon là, ça se voit pas, mais il y a quand même des espèces de petits bourrelets, c'est un petit peu lâche pour permettre les mouvements, voilà, dans certains sens, mais elle va avoir tendance à se rétracter, quoi. Bref et ouais et du coup, c'est un peu la merde en résumé, quoi. Bon courage en tout cas, Egara, bon courage. Après, je suppose que tu es suivie pour ça. Ça fait longtemps que ça a commencé? Hem, mmh, hop, mais je sais pas si tu voulais juste comprendre exactement de quoi il s'agissait ou si tu voulais que je parle aussi de tout ce qui était traitement. Après, ça va être des traitements par rapport à l'inflammation. Je crois qu'il y a de la kiné aussi quand même, pour justement, même s'il y a de l'inflammation, continuer à bouger quand même, essayer d'aller travailler un petit peu la capsule et de l'articulation voilà, pour garder quand même le mouvement, quoi, ne pas non plus, parce que le problème c'est que, bah, la douleur va faire que, puis il y a certains mouvements, certaines amplitudes, justement là, les endroits où la capsule est rétractée qui vont être hyper limités parce que très douloureux. Donc voilà, souvent, c'est, tout ce qui va être, pour lutter contre l'inflammation et de la kiné pour essayer en parallèle, la faire passer sans perdre trop dans les amplitudes, quoi. Hem donc voilà pour la la petite parenthèse sur la capsule. Mais ouais, je sais pas si tu voulais juste comprendre ce que c'était ou voilà, voir la partie, traitement, heu, où là, comme ça, sans me renseigner, je sais pas trop, mais instinctivement, en fait, je te réponds très instinctivement et du peu de ce que j'ai discuté avec mon kiné parce qu'il en a, hein, des capsules rétractiles, hein, heu, mais logiquement, ouais, je dirais anti-inflammatoire et kiné, quoi. Et du courage et de la patience. C'est vraiment non par contre, c'est trop bizarre, hein. Il y en a, ça part, ça peut partir du jour au lendemain, quoi.
Ça a commencé le 31 août suite à un faux mouvement. Je vois mon kiné seulement depuis janvier. Et puis, j'ai vu un médecin du sport qui m'a prescrit une infiltration. Oui, une infiltration, ça fait trop mal. Bah, c'est pas grave, j'en ai une aussi au niveau de l'épaule, pareil. Je vois mon kiné régulièrement depuis. L'infiltration, en gros, c'est l'infiltration, c'est on va t'injecter de l'anti-inflammatoire directement dans l'articulation, quoi. Le ligament va reprendre sa taille normale. Oui, oui, oui. Alors après, la capsule. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais n'importe quoi. La capsule articulaire. Ouais, ligament gléno-huméral, ouais. Ce que j'allais dire, moi je considère pas ça tout à fait comme un ligament, mais effectivement, si ça peut être associé à un ligament, parce que les ligaments, hein, ça n'a pas de lien avec les muscles, c'est c'est là pour participer à la stabilisation de l'épaule, enfin de l'articulation, parce que vous avez des ligaments dans le genou aussi. Mais les ligaments, pour moi, c'est plutôt comme ça, des tissus conjonctifs fibreux avec une direction. La capsule, elle a la particularité aussi d'être là pour être, entre guillemets, plus ou moins hermétique et permettre d'avoir du liquide à l'intérieur de l'articulation. Mais oui, oui, a priori, après, elle reprend sa taille normale, mais je suppose qu'il faut quand même, l'intérêt de la kiné, c'est justement de pouvoir continuer à la travailler pour éviter peut-être une perte de mobilité. Mais là, je vais mettez ça quand même avec des grosses incertitudes dans ce que je vous dis, quoi. Mais je sais que c'est la merde, hein. À plein de capsulites. Ouais, ouais, c'est la main. Bah, déjà, on sollicite quand même énormément nos épaules, après, selon ce qu'on fait. Euh, on a une recrudescence, il me semble, de tous les problèmes, de toute façon, tous les problèmes qui pouvaient être liés à l'épaule, que ce soit des tendinites, des capsulites, etc. Parce que il y a eu la grosse mode du crossfit où les gens ont bourriné d'un coup, et notamment dans l'utilisation de leur épaule, qui n'a pas aimé. Et puis après, la capsulite, après, je pense qu'il y a une sursollicitation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... De toute façon, les phénomènes inflammatoires, le stress, va favoriser, on va dire, les phénomènes inflammatoires, et notamment les phénomènes inflammatoires chroniques. Donc c'est peut-être un petit peu de tout ça, avec... Vous mettez un petit peu de ça dans les causes, qui peut expliquer qu'il y a quand même pas mal de capsulites. Mais voilà. Après, je sais pas ce que tu fais, Garagel. Est-ce que tu as une idée de comment c'est apparu? Est-ce que c'est apparu à un moment particulier? Est-ce que tu as un travail, par exemple, ou une activité, même en dehors du travail, qui va solliciter énormément tes épaules? Est-ce que tu as eu un stress particulier? Mais je sais plus, en plus, il faudrait que je lui redemande, mais malheureusement, il est pas là, parce que mon kiné, mon kiné habituel est aussi le kiné je crois, l'équipe de France de snow, si je me trompe pas. Et du coup, en ce moment, comme c'est la saison, il va partout. Il va partout, il me laisse toute seule. Non, il me laisse pas toute seule, c'est pas vrai, là. J'ai les kinés de remplacement, hein. Mais il m'avait dit qu'il avait une patiente comme ça, où sa capsule était partie du jour au lendemain, mais je sais plus suite à quoi. Je sais plus du tout suite à quoi. Après, c'était pas non plus un truc miraculeux, dans le sens où cette patiente, c'était parti comme ça, mais que ça se passe pas tout le temps comme ça, quoi. Je confirme, il est fortement invité d'éviter le stress quand il y a tendance à l'inflammation chronique. Oui, 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 c'est vraiment un facteur. Ça va faire augmenter le taux de cortisol, et même si le cortisol est un anti-inflammatoire, de façon permanente dans le corps. Alors, ça n'a pas il n'y a pas que le cortisol, mais en tout cas, cette hausse permanente va favoriser l'inflammation. C'est apparu d'un seul coup avec un faux mouvement. Ok, ok, ok. Ouais, ton corps a pas dû aimer, il a eu peur, il a fait... Il est encore en état de sidération, peut-être par rapport à ce faux mouvement, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, bon courage, hein. Bon courage, bon courage. Encore les facteurs. Décidément, ils sont partout, ouais. Surtout à proximité des boîtes aux lettres. Oh oh
Allez, on va finir. Je pense qu'on n'est pas trop loin de la fin de l'article. Il faudrait que j'aille faire j'aille faire un petit tour aux toilettes après. Hop, j'en étais où du coup? Je suis perdue où j'en étais. Ah oui, on parlait de la circulation veineuse superficielle du thorax. Quelquefois des signes associés. Ah oui, oui, on parlait de la plus redoutable est l'embolie pulmonaire, douleur thoracique et difficultés respiratoires. Le diagnostic nécessite de réaliser en urgence un échodoppler. Cet examen qui permet d'observer le flux sanguin permettra de mettre en évidence le caillot, son siège et son étendue afin de proposer un traitement au patient. Si besoin, il pourra être complété par un scanner du thorax. Donc oui, l'important c'est de voilà, l'écho-doppler en particulier pour le localiser, où est le problème, puisqu'encore une fois, c'est quand même bien de savoir où se situe le problème pour le traiter.